Donc iSet et empty sont deux fonctions que l'on utilise pour vérifier si une variable n'est pas nulle. C'est notamment utilisé lorsque l'on fait un formulaire et qu'on va envoyer des variables. Et de notre côté, niveau code, on doit vérifier si les variables post ne sont pas nulles et ont bel et bien été remplies. Pour cela, on utilise habituellement le iSet et le différent de empty. Il faut savoir que bien que semblables, il y a toutefois une différence qui a son importance entre les deux fonctions. Le iSet va vérifier uniquement si une variable existe, c'est-à-dire qu'elle a été déclarée et qu'elle a une valeur différente de nulle. Alors que le empty va vérifier que ma variable, que le différent de empty plutôt, va vérifier que ma variable existe bien, donc il fait exactement comme le iSet, mais en plus il va vérifier si sa variable est différente de false. Et quand on dit différent de false, c'est pas exclamation égale égale, c'est-à-dire on va pas vérifier exactement si c'est false, le booléen false, mais si c'est une expression qui revient à false, par exemple une chaîne vide ou un 0. Ici, par exemple, je vais faire un if iSet variable, var. Var. Et ici, je vais faire un echo var existe. Et ici, je vais faire un if différent de empty avec var. Et ici, je vais mettre echo et est différent de false. Var ici n'a pas été déclaré, ma variable n'existe pas, elle n'est rien, donc normalement, si j'actualise, rien ne se passe. Jusque là, ça paraît logique. Maintenant, je vais déclarer ma variable. Ici, il ne se passe toujours rien. En effet, ma variable n'existe pas. Bon, là c'est une écriture semblable, mais évidemment, si je la remplis avec un nul, vous pouvez voir que rien ne se passe. Encore une fois. Par contre, si je mets ici false, on peut voir que var existe. En effet, cette fois, ma variable, elle a été déclarée, et il y a une valeur qui est différente de nul. Elle vaut le booléen false. Donc, elle va rentrer ici. Var existe bien. Par contre, évidemment, elle n'est pas différente de false, puisque sa valeur, c'est false. Du coup, elle ne rentrera pas dans le empty. Si je mets ici une chaîne vide, cela normalement devrait revenir strictement au même, puisqu'une chaîne vide est égale à false, en tout cas est une expression qui revient à dire false. Pareil pour le 0, et pareil pour le 0.0. Ici, en fait, si je veux que ça rentre dans le empty, il faut que je mette, je sais pas, par exemple, 1. Hop, et ici, voilà, var existe et est différent de false. Ou alors, je mets une chaîne de caractères non vide. Là, je mets Yann. Et là, voilà. Là, ça marche. Donc, cette nuance a quand même son importance. Par exemple, si vous faites un formulaire avec différentes options, et pour différencier l'activation ou non d'une option, vous mettez tout simplement un bête booléen 0 ou 1. Si je mets derrière un différent de empty, avec le 1, ça va bien passer, et ça va changer ma valeur dans ma base de données pour mettre 1 à mon option. Par contre, si je mets 0, et le différent de empty, lui, il va me dire hop hop hop, la variable elle est vide, puisque elle vaut 0. Du coup, ça ne va pas passer, et du coup, vous allez mettre un message d'erreur à votre utilisateur en disant de bien remplir votre formulaire, alors qu'en réalité, il l'a bien rempli, c'est juste qu'en fait, au lieu de mettre un différent de empty, vous aurez dû mettre un iSet. Ma variable, elle existe bien, elle a comme valeur 0, c'est pas grave, je vais dans ma base de données et je modifie la valeur pour mettre 0. Alors que quand vous faites un différent de empty, en fait, ça ne passera pas. Donc cette nuance a quand même une importance. Donc là, voilà, après, c'est les usages qui importent. D'un côté, vous vérifiez que c'est différent de false, donc c'est différent d'une chaîne vide, c'est différent de 0, etc. Donc ça peut être utile en soi.
Ou alors on vérifie simplement si la variable existe, et peu importe que derrière ce soit égal à false ou pas. Je sais par exemple que le i7 par exemple, est utilisé pour les fanas de l'optimisation pour remplacer le strlength. Par exemple ici, imaginons je veux que le nombre de ma chaîne, le nombre de caractères de ma chaîne soit inférieur à 5. Donc, ici, je vais faire comme on a l'habitude de faire une différence de microtime. Donc, hop, et ici, je vais mettre tout simplement, hop, bah tiens, ici, je vais remplacer ça plutôt par un BR. Hop là. Et ici, bah, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre microtime moins date. Et ici, je vais faire exactement la même. Mais ici, je vais remplacer le strlength par un i7. Et ici, comme c'est une chaîne de caractères, je vais vérifier si le caractère 4 existe, tout simplement. Et en l'occurrence, je veux qu'il rentre s'il n'existe pas. Si le caractère 4 n'existe pas dans mon tableau, c'est-à-dire que tout simplement ma chaîne de caractères a uniquement 4 caractères. Rappelons qu'un tableau commence à 0. Donc c'est pour ça que ici je n'ai pas mis 5, mais 4, puisqu'il y a le 0, 1, 2, 3, mais qui vaut bien 4 caractères. Et vérifions un petit peu les différences de temps. Et donc ici, bah, on peut voir la différence, sachant que ici, hein, attention, c'est 10 puissance moins 5, alors qu'ici c'est 10 puissance moins 6. Donc en fait ici je fais 18 millisecondes, microsecondes, alors qu'ici je n'ai que 6 microsecondes. Donc on peut bel et bien voir que ici le différent de i7 4 est beaucoup plus rapide que le strlen. Toutefois, ici il faut bien que je mette un différent de i7 et non pas un petit. Pourquoi? Parce que si ici je mets un 0 par exemple, la première normalement ne doit pas être validée, mais la deuxième non plus. Alors que cette fois, si je mets un empty, est-ce que mon quatrième est? Ici ça va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que mon caractère en plus, mon quatrième caractère, mon cinquième caractère plutôt, est un 0. Du coup ça rentre. Donc du coup vous voyez bien que finalement le i7 et le empty ne sont absolument pas interchangeables. Parfois ici, là dans cette utilisation, je suis obligé pour que ça marche d'utiliser un i7. Pourquoi? Parce que je dois vérifier que le quatrième caractère, le cinquième caractère, excusez-moi, n'existe absolument pas. Peu importe que ce soit un 0, un 1, quelque chose, non, je dois vérifier qu'il est égal à nul. Alors que le empty, il va quand même rentrer si c'est égal à false. Donc voilà, c'était bien pour vous montrer que non, le i7 et le empty ne sont pas interchangeables. Après, bah, c'est à vous de décider lequel vous voulez utiliser selon les problématiques que vous rencontrez. Voilà, et maintenant passons à la suivante. Alors, include et require sont deux fonctions qui permettent d'inclure un fichier dans un autre. Par exemple, si je fais un include d'un fichier que j'ai appelé ici test.txt, donc normalement j'ai juste à faire test.txt, et normalement ici voilà, je devais avoir fichier à importer. Maintenant si je fais le même avec require, normalement le résultat est strictement le même. Et pourquoi? Parce que ces deux fonctions importent de la même façon. Il y a toutefois une différence, sinon je ne serais pas là en train d'expliquer qu'elles sont semblables mais sont différentes. Il y en a une, mais elle ne se trouve pas sur la façon d'importer. La différence se trouve dans la gestion des erreurs. Je m'explique. Ici, je vais mettre un include. Et je vais mettre, je vais mettre echo, hop, ça,
va marcher. Sauf qu'ici, je vais pas mettre test, je vais mettre 2. Oh mince, je me suis trompé. Évidemment, ce fichier n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Oula, j'ai une erreur, j'ai un warning. Un warning de include qui me dit que voilà, il n'arrive pas à ouvrir le fichier .txt, mais ça a marché, me contacter, email, les compagnies, mon pied de page, etc. Ce n'est qu'un warning, cela ne bloque pas en réalité la suite du code. Alors que ici, voyez-vous, si je fais un require, hop, là j'ai un warning, mais j'ai surtout une fatale erreur, et une fatale erreur, ça arrête toujours l'exécution du code. Parce qu'on juge que si c'est une fatale erreur, ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller plus loin, on n'aura que des erreurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête à mon require, donc je n'ai pas déjà mon echo avec ça à marcher, et je n'ai pas mon pied de page, etc. En fait, mon code, c'est comme si j'avais mis un exit après, ou un die, ça s'est arrêté sur place. Donc en fait, la différence entre un include et un require se place ici, ça va être qu'en fait, l'erreur soulevée en cas de fichier introuvable, etc., c'est que le premier include va mettre un warning, un simple warning qui ne nous empêchera pas de continuer la suite. Donc ça, c'est à utiliser pour des fichiers qui sont pas forcément importants, ou cruciaux, enfin qui vont faire tomber un module par exemple, mais qui ne vont pas faire tomber l'entièreté du site. Alors que le require, c'est vraiment un truc qui, sans ce fichier, ça ne marchera pas. Par exemple, le require du fichier de configuration ou celui de la connexion d'une base de données. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à une base de données, enfin à votre base de données, je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin et donc vous pouvez soulever une fatale erreur. Donc voilà la distinction entre les deux fonctions. Maintenant, passons au suivant. L'itératif et la récursif, ce n'est pas exactement la même chose. Ce que je vous propose de faire, plutôt que de rentrer dans les détails, etc. tout de suite, c'est de faire deux fonctions de décompte. L'une sera itératif et l'autre sera récursif. Pour ceux qui ne connaissent pas itératif et récursif, c'est deux termes de vocabulaire. Itératif, ça veut dire qu'on va faire des itérations, c'est-à-dire qu'en fait on va faire des tours de boucle. Donc en fait on va avoir des for, des while ou des for each. Alors que le récursif, en fait, c'est une fonction qui va s'appeler elle-même. Et je vous propose de voir. Donc là, on va faire une fonction. On a dit décompte. Itératif. Hop, ça va prendre la fin. Et ici, donc, je vais faire une boucle, par exemple, une boucle for. For i égale ma fin. Tant que i est supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que je fais? Je fais un i moins. Et ensuite, je vais faire un écho de i. Tout simplement. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de mystère, une boucle for de décompte. Je ne pense que je ne vous apprends rien. Hop, et ici, je vais faire une deuxième fonction que je vais appeler décompte récursive. Pareil, ça prend la fin. Je sais pas pourquoi j'ai mis un point virgule. Donc il va me falloir une condition quand même pour ne pas faire de boucle infinie. Donc je vais dire si ma fin, tant que ma fin est supérieure ou égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un écho de fin avec un petit retour à la ligne. Et ici, je vais rappeler ma fonction, donc décompte récursif, avec fin moins. Bien, maintenant il ne reste plus qu'à voir si ça marche quand même.
Donc j'appelle la fonction, on a dit décompte itératif, je vais faire un décompte de 10, il n'y a pas besoin de... Hop. Et ici un décompte récursif de 10. Et tac tac tac, ça va bien à 0, et tac tac tac, ça va bien à 0. Bien. Maintenant, la grande question, ça va être de regarder un petit peu combien de temps ils mettent. Donc vous avez l'habitude, je pense. Micro time echo micro time moins date. Petit BR. Et enfin, on copie ça ici, et ici je remplace. Voilà. Regardons. Donc on peut voir que l'itératif est quand même beaucoup plus rapide que le récursif. Et en fait, cela s'explique très simplement. Ici, je vais dans ma fonction. Qu'est-ce qui se passe? En fait, là j'ai... Imaginons je suis l'interpréteur. J'arrive, je lis le code, je vois paf, il y a une fonction, donc ça je la garde en mémoire. Je vois que là, oh, il y a une fonction, c'est bien, je la garde en mémoire. Là j'arrive, c'est bien, paf, j'appelle une fonction. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc il va falloir que j'aille dans la fonction ici. Mais il va falloir que je me souvienne de où j'étais dans le code. Donc pour cela, il va falloir que je garde mon curseur ici. Donc je garde un curseur là. Ensuite, donc il va falloir que j'aille là-dedans. Il va falloir que je lui passe la variable, donc 10. Et il va falloir que je lui passe également ce qu'on appelle le contexte. On va dire c'est l'ensemble des variables globales, le get, le machin, les variables serveurs, etc. Enfin bref, le contexte de l'application. Ensuite, il va rentrer ici, il va faire des boucles, tac, 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 et je ressors, et en reprenant là où j'ai mis mon curseur. Jusque là, ça s'explique bien. Ici, j'arrive, tac, mon curseur arrive ici, je vois récursif, donc je retiens encore une fois mon curseur ici, et j'arrive en faisant la même chose, en passant le contexte et ma variable d'entrée dans ma fonction récursive. J'arrive, paf, est-ce que c'est supérieur à 0? Oui, je rentre. Donc j'écris, et là qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Donc je décrémente évidemment fin, mais si tac, je vois que j'appelle ma fonction, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette un deuxième curseur ici, que je lui passe encore la variable d'entrée plus le contexte, une deuxième fois, et après je vais arriver ici, donc là j'ai 9, je vais voir, j'ai arrivé, tac tac tac, j'affiche 9, paf, je mets ici, il faut que je remette un curseur ici pour savoir où est-ce que je vais revenir à la fin de la fonction, et c'est reparti, il faut que je lui repasse sa variable d'entrée et tout simplement le contexte, et ça, évidemment, ça a un certain poids de traitement que je n'ai pas ici. Donc évidemment, une méthode récursive, enfin une fonction récursive est beaucoup plus longue et lourde qu'une méthode itérative. Parfois, on peut utiliser que le récursif, mais voilà, si vous pouvez utiliser une alternative itérative, faites-le, sincèrement, parce que c'est beaucoup moins lourd. Parce que effectivement, quand on appelle une fonction, c'est pas anodin. Il y a plusieurs choses qui sont transmises, donc il y a les variables d'entrée certes, mais il y a également le contexte de la page, et il y a également, à chaque fois, on doit retenir un curseur à la fin de la fonction pour savoir en réalité, quand la fonction elle est finie, où est-ce que je reprends. C'est pratique pour le code quand même, parce que s'il arrive là, il fait description itérative, je vais là, et qu'après en fait il continue après ici, je crois qu'on a une boucle infinie. Non, il faut bien qu'il retienne qu'il doit reprendre, une fois qu'il a fini la fonction ici, il doit reprendre ici.
et ben ça prend quand même un espace mémoire. C'est un curseur qu'il est obligé de retenir. Et quand il fait ça, bah là, en l'occurrence, j'ai 10 trucs, et ben ici, je vais avoir 10 curseurs en cascade. Alors qu'ici, j'en ai qu'un seul, c'est celui qui est là. Donc voilà la différence entre itératif et récursif. Donc vous avez pu voir que évidemment l'itératif est notamment beaucoup plus simple et moins lourde, mais effectivement parfois on n'a pas trop le choix, on doit utiliser la récursive. C'est d'ailleurs très pratique, hein, je ne critique pas, absolument pas la récursivité, mais par contre voilà, sachez que on peut croire que c'est semblable, hein, c'est des boucles, parce qu'au final, quoi qu'il arrive, ici j'appelle 10 fois la fonction, donc c'est comme si c'était une boucle, mais quand même, c'est différent dans le traitement, en termes de mémoire, de performance, etc., que si j'avais fait une vraie boucle.